Parfois, à un moment donné, j'ai même pensé au suicide. Je n'ai plus quelque chose de positif que j'attends ici sur cette terre. Nous sommes le propre moteur de notre avenir. Je ne vois pas ce que j'ai déjà demandé au Seigneur dans l'intimité qu'il ne m'a pas offert. Je vais sourire avec vous, mais je peux vous mettre pas profond si vous mettez aussi profond. Donc, et je peux dire oui, je suis heureuse. Write to Myself, votre émission où on se livre à cœur ouvert, avec sensibilité, sans tabou et surtout où l'on ne vous juge pas. Ce soir, nous recevons une dame qui lutte depuis de nombreuses années contre la maladie et espère qu'à 50 ans, cela sera resté derrière elle. Nous recevons sur ce plateau Madame Avolo Bouquet. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Write to Myself. Bonsoir. Merci à vous de m'avoir invitée. Je me sens honorée. Tout le plaisir est pour nous. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Bien. Pardonnez-moi, quand vous le dites comme ça, c'est un qualificatif tellement fort, tellement puissant au vu de tout ce par quoi je suis déjà passée jusqu'à présent. Donc, je ne pourrais pas dire que je vais bien, je ne pourrais pas dire que je vais mal. Je pourrais dire que je suis une survivante et je continue le combat. À quelle version de vous avez-vous donc rédigé votre lettre ce soir? J'ai rédigé ma lettre, ma version de moi dans 50 ans. Pourquoi? Pourquoi 50 ans? Parce que 50 ans, c'est l'âge d'or. C'est l'âge, pour moi, c'est l'âge de l'accomplissement. À cet âge-là, je suis déjà censée pouvoir faire un parcours de ma vie et pouvoir apprécier réellement ce que j'ai réalisé et ce par quoi je suis passée. Donc 50 ans, pour moi, vraiment, c'est une grâce. Déjà, ce serait une grâce d'atteindre cet âge-là parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc si j'y arrive, vraiment, je dirais un grand merci au Seigneur et je lui donnerai une bière, certainement. Elle l'a dit, allez bien ici, aujourd'hui. C'est un qualificatif très fort, car c'est une grâce. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit en écoutant la lettre que voici. Bonjour toi. Si tu lis cette lettre à 50 ans, je veux commencer par te dire ceci. Regarde le chemin que tu as parcouru. Ton parcours n'a pas été facile et ton avenir était incertain. J'ai décrit à une période trouble de la vie où je ne connais plus quelle direction prendre ou quel sens lui donner. Depuis l'âge de 19 ans où cette maladie mystérieuse et inconnue a frappé à ma porte, je suis remplie de doutes. Est-ce que je pourrais survivre? Aurais-je des enfants? Pourrait-elle me permettre d'avoir un emploi stable pour subvenir aux besoins de ma famille et aider mes parents, dont le quotidien n'est pas évident? Malgré tout cela, tu continues d'avancer sans renoncer à toi. Tu expérimentes une autre forme de force, celle de continuer autrement, avec plus de conscience et de respect pour toi-même. À 50 ans, j'espère que tu as enfin gagné ce combat et que tu es fier de ton chemin. Si jamais tu doutes encore, souviens-toi simplement de ceci. Tu es en vie et la preuve vivante que le Seigneur fait grâce à tous ceux qui se tournent vers lui. Avec respect, douceur et confiance, moi la version qui avance encore et qui t'a mené jusqu'ici. De retour sur ce plateau, nous sommes bouleversés
après tout ce que l'on a entendu. Alors, Madame Avolo, ça fait combien d'années que vous luttez concrètement contre votre maladie? Je dirais, ça fait dans les 10 ans par là. Moyennant, hein, en moyenne 10 ans. Parce que j'ai commencé à être malade quand je suis entrée à l'université en 2013. J'étais en première année. Et comme ça, du jour au lendemain, sans aucune explication, parce que peut-être j'aurais aimé qu'à l'époque, quelqu'un me dise pourquoi, que j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et j'avoue que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas. Mais je me dis, tout est grâce. Tout est grâce. Parce que je me suis réveillée un matin comme ça, j'allais en cours et j'ai commencé à me sentir mal. C'est devenu de plus en plus récurrent. Chaque fin d'année, c'était comme ça, je souffrais. La maladie me dérangeait, à tel point que j'étais même fatiguée d'en parler. Quand on me posait la question, je préférais cacher. Je me cachais du regard d'autrui, parce que je me disais que c'était ma faute. J'avais l'impression que c'était de ma faute si j'étais malade. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai fait des tours et des tours dans les hôpitaux, mais je ne vous dis pas combien j'ai dépensé en examen, sans réellement comprendre de quoi je souffrais et pourquoi je souffrais. Justement, c'était ça ma prochaine question. Quel est concrètement le nom de votre maladie? Qu'est-ce qu'on dit? Vous souffrez de quoi? Jusqu'à présent, il n'y a pas de nom dessus. Je préfère dire que c'est une maladie mystérieuse. Je préfère la qualifier comme ça, parce que quelque chose qu'on ne comprend pas, on se creuse les méninges, on essaye de comprendre, mais jusqu'à présent, c'est pas encore le cas. Peut-être, j'espère qu'avec le temps et les prières, parce que je suis croyante, je suis une personne très croyante, j'espère qu'avec le temps, le Seigneur finira par peut-être mettre un nom dessus ou peut-être pas. Parce que maintenant, je peux dire, à ce stade de ma vie, que j'ai réalisé beaucoup de choses que je ne pouvais pas imaginer réaliser quand j'ai commencé ces épisodes de maladie, parce que je peux dire épisode. Vous remarquerez, quand tout à l'heure vous m'avez posé la question, je vous ai dit vraiment, pour moi c'est une grâce déjà d'être assise ici. Et je remercie chaque instant de ma vie que je passe, chaque moment de mon existence que je savoure, parce que je ne sais pas si demain je serai là. Pas que je n'ai pas envie d'être là, je veux bien. Mais je n'ai pas la certitude, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve concrètement. Mais j'espère que ce sera quelque chose de positif. Parce que être malade, je vous assure, souffrir sans réellement savoir. Et même quand on sait, parce qu'on se dit toujours que quand ça nous est pas encore arrivé, c'est que ça n'existe pas. Même quand on sait de quoi on souffre, se coucher, regarder les gens s'amuser, partager un repas, sourire, c'est dur. Excusez-moi. On peut comprendre. C'est vrai qu'on ne pourrait pas se mettre à la place de la personne qui souffre. Mais on peut comprendre ce que vous traversez. Il n'est pas que c'est pas facile tous les jours parce que même moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de ma faute? À quel moment ça m'est arrivé et pourquoi moi? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est la malchance? Parce que je dis, j'ai tellement dépensé en argent. Je compte pas en examen, j'ai tellement vu les médecins. Aujourd'hui, je commence à me sentir mal, je vais à l'hôpital. On me dit, vas-y, c'est le palu. Je prends les médicaments, rien. Je n'ai pas de suite. Et puis un beau jour, je me lève, ça va. Donc, vous savez, l'incertitude dans laquelle ça me plonge, c'est vraiment pas évident. Depuis, vous ne faites que dire, je me sens mal, je me sens mal. Comment est-ce que se manifeste concrètement la maladie? Quels sont les symptômes? Les symptômes, vous allez m'excuser, je préfère souvent éviter d'en parler parce que, par moi, j'ai l'impression qu'on me prend pour... Si ça va dans ma tête. Ici, c'est mieux d'en parler parce que certainement, quelque part, il y a quelqu'un qui traverse la même chose que vous.
et de savoir que cette personne n'est pas toute seule pourrait l'aider déjà, même psychiquement. Oui. Bon, si je dois parler des symptômes de ma maladie, je dirais quand ça a commencé, quand j'ai commencé à me sentir mal, je me suis réveillée un beau jour comme ça, j'avais des sensations de battement dans mon ventre. Donc, comme le cœur bat. On a l'impression qu'il y a un autre cœur qui bat là. C'est pas facile à dire, c'est même un peu fou, mais c'est ce que je ressentais. Alors, je suis allée à l'hôpital, je me suis dit c'était un problème d'estomac, j'avais mal à l'estomac, probablement c'est ça. J'ai fait une fibroscopie et je vous assure, cet examen, pour tous ceux qui l'ont fait, c'est tellement désagréable. Donc, on vous prend une espèce de caméra comme ça, qu'on envoie dans votre estomac. Vous êtes comme une bête, parce que vous pouvez pas parler, vous pouvez pas avaler, vous pouvez pas. Donc, il y a une caméra qui doit regarder à l'intérieur. Et puis, ensuite, on a fait une biopsie pour essayer de voir s'il n'y a pas des cellules cancérigènes. Mais heureusement pour moi, parce que je peux le dire, quand on parle de cancer, vraiment, je crois que si on avait déjà mis cette maladie ou bien ce nom sur moi, je ne serais probablement pas peut-être dans le même état que je suis aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Des battements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, ça s'arrête. Il y a des périodes, ça commence, ça bat. Je pars à l'hôpital, on essaye de voir. J'ai fait la radio, on n'a rien vu. J'ai fait, comme je vous ai dit, la fibroscopie, on n'a rien vu. J'ai même fait les échographies, on n'a rien vu. Et puis, un jour, plus de battements. Jusqu'à ce que ça recommence. Et c'était un peu ma routine. Ma routine, je peux dire qu'aujourd'hui, ça fait quand même un bon bout de temps parce que j'ai la grâce aujourd'hui d'avoir un fils. Un fils et un mari. Des choses que, quand ça a commencé, je vous assure, je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais avoir. Je ne pouvais pas imaginer parce que je me disais, qui va accepter même d'être en relation avec une personne comme ça? Tu es malade tous les 2 jours. Et quand tu es malade, même on dépense de l'argent, on ne voit pas. Quand au moins l'argent est dépensé de manière significative, tu te dis, OK, vas-y, ça y est, on va enfin pouvoir atteindre le bout du tunnel. Mais quand on ne voit pas, c'est compliqué. Donc même au niveau des relations amoureuses, il y avait vraiment un grand doute. Et je peux vous dire que c'est pas seulement un doute, parce que j'ai vraiment une relation qui m'a profondément choquée. J'étais avec... Désolée, c'est pas facile d'en parler parce que ça me fait entrer dans des souvenirs un peu bouleversants. Un monsieur par là, avec qui j'étais à l'époque, et quand j'ai eu cet épisode de maladie, qui m'a dit un jour, est-ce que c'est à lui de rester avec un déchet, entre guillemets. Déchet, pourquoi? Parce que j'étais malade et j'avais besoin du soutien et apparemment je ne le méritais pas, en tout cas pas venant de lui. Donc quand j'arrive aujourd'hui, je me vois, je dis OK, vas-y quand même, le déchet que j'étais peut être valorisé par quelqu'un. J'ai un enfant, un fils merveilleux, je me dis OK, ça veut dire qu'en fait dans l'avenir, il y a des possibilités encore plus grandes qui m'attendent. Et j'espère que quand j'aurai 50 ans, je pourrai prendre une coupe de champagne parce que j'adore le champagne. Et me dire, vas-y Margot, t'as réussi. T'es arrivé loin. Le chemin, il va certes continuer, mais c'est significatif pour moi. Énormément. Donc arriver là, avoir un enfant, avoir un époux, qui me soutient d'ailleurs, parce que c'est la grâce que j'ai, et je prie tous les jours le Seigneur qui le garde longtemps. Parce que vous trouvez quelqu'un qui vous soutient comme ça là, parce que lui-même en hôpital, je ne sais pas combien il a dépensé. Au début, c'était ma famille. Lui, il a pris le relais. Dans les prières, il me soutient. Que ce soit à l'hôpital, il me soutient. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport aux manifestations, c'est comme je vous ai dit, ça venait comme ça repartait. Je ne peux pas vraiment vous expliquer de manière concrète, puisque jusqu'à présent, j'essaie encore de comprendre. Ça fait 10 ans que vous luttez contre cette maladie. Ouais. Ça vient à quelle fréquence? Au début, quand ça a commencé, c'était chaque fin d'année. Quand tout le monde s'amusait, rigolait, partageait un peu en famille et autour, moi, j'étais couchée. Je prenais les médicaments parce que parfois, quand on réussissait à trouver quelque chose à l'hôpital, on me disait, vous avez le palu. Donc, je vais prendre les médicaments, je vais les prendre fatigués, mais vraiment, quand je dis fatigué, c'est fatigué. Rien. J'ai fait une dépression,
Parce que j'en parle aujourd'hui, mais la maladie là m'a fait entrer dans mes retranchements les plus profonds. À tel point que j'en voulais au monde entier. J'en voulais même à mes propres parents parce que je me suis dit, peut-être c'est de leur faute. Peut-être qu'ils n'en font pas assez. Peut-être là où il faut trouver pour toucher le mal, ils ne sont pas encore arrivés là et moi je suis là, je souffre et tout. Un beau jour comme ça, je suis quittée de la maison. Pour rien, je me suis mise à marcher en route. Je n'étais pas pour rien, je ne savais même pas à quoi est-ce que je pensais. Je me suis levée comme ça un soir, je me suis mis à errer en route comme ça parce que je ne connaissais pas la direction qu'il fallait prendre, où il fallait aller. J'étais perdue. Donc chaque fin d'année, c'était comme ça. Je tombe malade, ça me touche, ça me touche. Dès que la nouvelle année arrive, c'est bon, on oublie tout. Puis c'est devenu de plus en plus violent. Donc quand ça a arrêté les épisodes de fin d'année, c'était tous les 2 mois. 3 mois, 4 mois. Donc, quand ça pouvait me prendre le plus possible pour me mettre à terre, pour m'empêcher de vivre. Et quand je dis vivre, c'est vraiment réaliser les projets. Hein. Parce que quand vous êtes malade, je me rappelle, quand j'étais en Master 2, j'ai raté la composition. Je n'ai pas pu composer mon Master 2 parce que j'étais souffrante, alitée. Et malgré les recours, les différents recours que j'ai eu à faire, donc j'ai déposé les dossiers, des requêtes et autres, on m'a dit non, puisqu'à l'université on ne reprend pas le Master 2. On m'a dit non, vous ne pouvez pas. Et donc ça m'a vraiment détruite. Intérieurement, ça m'a détruite parce que s'il y a quelque chose avec laquelle je ne joue pas pour les études, je ne m'amuse pas. Et c'est l'héritage que je voudrais donner à mes enfants demain après-demain parce que on n'est pas obligé de réussir forcément avec l'école, mais ça ouvre l'esprit. Ça nous permet d'avoir une vision plus large de la vie. Donc, quand j'ai eu ce coup-là de ne pas pouvoir continuer, j'ai eu l'impression qu'on me tuait à petit feu. C'était dur. Vous voyez par quoi je suis déjà passée et c'est pas évident pour moi. Alors, vous avez un fils aujourd'hui. Quel âge a-t-il? Il a 16 mois. Et depuis qu'il est né, est-ce que vous avez eu des phases de maladie? Non, je pourrais dire non. Et c'est incroyable pour moi parce que peut-être je l'appelle mon ange. C'est mon ange gardien. Je me dis peut-être, est-ce qu'il est venu, comme on dit, toutes choses deviennent nouvelles. Une naissance, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Alors peut-être qu'il est venu enlever. Non, j'ai pas la prétention de dire qu'il y avait quelque chose de, mais peut-être qu'il est venu pour balayer, mais parce que ça fait déjà, je dirais, 2 ans que je peux vraiment dire que je dors. Je dors sans penser à ma maladie. Je dors sans penser à elle. Je n'ai plus eu ces phases de battement, ces phases où j'avais l'impression d'être impuissante parce que j'avais l'impression qu'on me vidait de mon énergie. Comme c'est assez difficile pour moi à expliquer ces symptômes-là. C'est très difficile. Donc, mon fils, c'est ma bénédiction. C'est ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour sa venue. Vous avez dit quelque part que vous avez la bénédiction d'avoir votre époux pour soutien. Comment est-ce qu'il se comporte concrètement pendant les périodes de crise? Il se comporte. Je veux dire, s'il y avait un qualificatif que je mettrais sur mon époux, je dirais, monsieur mon mari, tu es mon tout. Tu es mon rocher. Tu es ma force. Et je ne me vois pas en train d'évoluer dans ce monde si tu n'es pas à mes côtés. Comme quelqu'un a dit, trouver son bonheur, trouver l'homme de sa vie, c'est vivre son paradis sur terre. Et si c'est mon paradis comme ça, si c'est ainsi que je dois finir, je dirais vraiment j'ai réussi ma vie. Parce que cet homme-là, il n'y a pas son deux. Peut-être ailleurs, peut-être dans les autres foyers, mais chez moi, il n'y a pas son deux. Les moments de crise, même quand je doutais moi-même, quand je me mettais à me dire vraiment, il n'y a plus d'espoir. Je ne vais pas y arriver. Je ne peux plus, je n'ai plus espoir. Je n'ai plus quelque chose de positif que j'attends ici sur cette terre. Voilà, parfois, à un moment donné, j'ai même pensé au suicide. J'ai pensé à en finir. Pourquoi? Aujourd'hui, je me dis, je revois encore ces pensées-là. Je dis, c'était vraiment très lâche de ma part. Pourquoi? C'est pas vraiment la solution. Puisque même si on souffre, faudrait qu'on se rappelle toujours qu'il y a d'autres personnes qui souffrent plus que nous. Que le niveau de souffrance, même s'il n'est pas quantifiable, ne sera pas forcément égal à ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre.
Voilà, la souffrance n'est pas quantifiable. Je ne sais pas ce qui vous a permis de tenir à cette époque-là, pour ne pas succomber à toutes ces pensées sordides. Mais je remercie cela parce qu'aujourd'hui, on a en face de nous une très belle personne qui a bien fait de se battre et à qui on souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Comment est-ce que votre famille, vos parents vivent la maladie? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on la vit avec un peu plus de force. Au départ, c'était compliqué. C'était compliqué parce que mes parents, même, ils étaient dans un désarroi total. Ils ne savaient pas réellement ce qui se passait. Mais ils se disaient, ça va aller. Parce que quand je parle de mon époux aujourd'hui, qui était mon soutien, il ne faudrait pas que j'oublie que j'ai une famille, mais vraiment puissante. J'ai un papa, je pourrais dire, s'il pouvait décrocher la lune pour moi, il l'aurait fait. Parce que je ne sais pas quel effort il n'a pas ménagé pour me voir bien, pour me voir heureuse. Et je lui dis vraiment infiniment merci aujourd'hui. Merci. Parce que c'était pas facile au débat. Au départ, je pense que lui-même aussi ne savait pas. C'était quelque chose, quand j'ai dit c'est mystérieux, on ne s'y attend pas. Et puis lui aussi se dit ça va aller. Et quand il me voyait souffrir, agoniser de pleurs, je trempais mes draps par mes larmes, il me disait ma fille, ça va aller. Tu sais que tu es ma mère. Tu es ma mère et je ne peux pas laisser que quelque chose t'arrive ici. Tant que moi, je suis là, je ne pourrais pas laisser. Donc, mon papa, ma maman, mes frères et sœurs, ils ont vraiment été là pour moi. Et c'est ça qui a été ma force, qui m'a évité, en fait, d'en finir. Parce que j'ai dit, j'ai pensé au suicide. Ça m'a évité d'en finir. J'ai gardé espoir. Je me suis dit, s'il y a des gens qui croient en moi, qui croient que je peux me rétablir, ça veut dire que c'est possible. Oui. Donc, ma famille a toujours été là pour moi. Bien qu'un peu, je peux dire, un peu crédule au début parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas vraiment... Ils se disaient, ah, c'est un truc qui va passer. Parce qu'on ne s'y attend pas vraiment à des choses comme ça, on ne s'y attend pas. On se dit, quelqu'un tombe malade, vas-y, part à l'hôpital et puis prend les médicaments et puis voilà. Donc, au départ, ils se disaient, peut-être c'est moi. C'est moi peut-être qui en faisais trop. Vous savez, quand quelqu'un ne naît pas dans votre corps, pour vivre et subir ce que vous subissez, il va forcément négliger. Comme toutes les périodes où je suis partie à l'hôpital, quand je rencontrais un médecin, le médecin me disait, qu'est-ce qui ne va pas expliquer? Moi, quand j'expliquais, limite, il me prenait pour... Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas possible. Donc, c'est un peu ça, mais avec le temps, on a appris à vivre avec, on a appris à combattre et le combat continue. Si vous devriez vous dire des paroles réconfortantes, ce serait quoi? Je dirais Mago, entre guillemets, parce que c'est comme ça que j'aime appeler toutes les personnes qui sont proches à moi. Tu es une lionne, tu es une battante, et rien n'est fini. La maladie n'est pas une fatalité, c'est une étape que tu traverses, que tu finiras par traverser, et un jour tu finiras par te relever totalement, sans doute, sans crainte, sans peur, et tu vas briller de mille feux. Briller de mille feux, pourquoi? Parce que tu as tellement à donner à la vie. Tu as tellement à donner à ce monde. Tu as tellement à donner à ton entourage. De par tes projets, ton époux, tes semblables, ta famille, que tu ne peux qu'être une gagnante, voilà. Donc continue comme ça, ne lâche rien, ne baisse pas les bras. Travaille toujours à être une meilleure version de toi-même. Non, à 50 ans, parce que vous allez atteindre cet âge, eux-mêmes, le dit passé, quand vous serez parti de ce monde, le moment venu, que voulez-vous qu'on retienne de vous? Je veux qu'on retienne de moi une personne qui a laissé son empreinte sur cette terre. Et c'est ce que nous tous, nous devrions faire, laisser nos empreintes. Nos empreintes de manière positive. Parce que si j'ai accepté, par exemple, de faire cette émission, déjà, je ne voulais pas parler de ma maladie parce que c'est vraiment un sujet qui me bouleverse, qui me chamboule toujours. Mais après, je me suis dit, certainement, quelque part, dans un coin de cette terre, il y a quelqu'un qui traverse la même chose que moi. Peut-être pire que moi. Et qui a besoin de réconfort. Qui a besoin qu'on lui dise que tu vas te relever.
Continue de te battre, continue le combat, ne laisse pas tomber, tu vas te relever. Et quand je parle d'empreinte significative, c'est dans le sens où je me dis, tout ce que l'on fait sur cette terre, on devrait s'assurer de le faire bien. De telle sorte que le jour qu'on partira, il y aura au moins une personne qui dira, ici a vécu quelqu'un qui aimait et qui savait faire son travail. Positivement, que de l'amour, que de la bienveillance. Donc c'est ce que je voudrais qu'on retienne de moi. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Avant, quand j'avais 18 ans, je voulais juste avoir un mari, des enfants, une maison avec un chien. Maintenant, je veux l'argent. Oui. Je veux tout ça. Déjà que c'est là, grâce à Dieu, mais je veux l'argent. Parce que quoi qu'on dise, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, ça fait mais tellement le bonheur, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'avec l'argent, hey, on fait tout. On fait tout. Ouais. Donc, je pourrais rendre ma famille à l'abri du besoin. Mes parents, ça n'a pas été évident parce que mon papa, il a été très vite orphelin de père. Son parcours n'a pas été évident non plus. Donc, il s'est battu pour faire de nous, pour faire de moi, celle que je suis aujourd'hui. Et je voudrais que dans 50 ans et bien plus, que lui-même là, qu'il s'asseye un peu, qu'il prenne le champagne. Parce que la bière, c'est, il prenne le champagne, il dit, voilà ma fille. Elle a travaillé et puis elle a eu l'argent. Et puis aujourd'hui, je suis tranquille. J'ai une retraite posée. Je mange 3 fois par jour. J'ai un toit au-dessus de moi et puis voilà, mes enfants sont heureux. Est-ce que vous avez un plan concret pour avoir l'argent? On a tous envie de l'argent, hein? Mais pour avoir beaucoup d'argent, il faut avoir un plan. Est-ce que vous avez un plan concret? Ok, merci de m'avoir posé la question. Alors je dirais, vous allez m'excuser parce que moi je suis croyante. Voilà. Je dirais mon premier plan, le plan le plus sûr, vraiment ce qui, il n'y a pas poteau, il n'y a pas de faille, c'est mon Dieu. Voilà. Parce que je ne vois pas ce que j'ai déjà demandé au Seigneur dans l'intimité qu'il ne m'a pas offert. Maintenant, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Dans cette optique-là, je suis en train de réfléchir actuellement pour pouvoir, parce que déjà je suis conseillère d'orientation de profession, mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux travailler encore plus, poursuivre mes études. Si jamais, peut-être demain ou après-demain, avoir la grâce, peut-être je vais quitter conseillère, j'irai peut-être être directrice quelque part, et puis peut-être ministre. Pourquoi pas présidente? Why not? C'est pas seulement réservé à certains. Nous aussi, on peut. Il suffit juste de se donner de la valeur, de croire en ses rêves, et puis voilà. Et je dis toujours à mes élèves que j'encadre que rien n'est déterminé d'avance. Nous sommes le propre moteur de notre avenir. Que personne ne vous dise jamais, vous êtes ici, vous êtes d'une famille pauvre, vous êtes d'une, vous n'y pouvez pas y arriver, non. Si on se donne les moyens par le travail acharné, on va y arriver. Alors, que l'on soit du secteur privé, du secteur public, comme moi j'évolue là, rien ne détermine votre avenir si ce n'est vous-même. Même par, je sais pas moi, des business, on peut faire des business plans, on peut monter des entreprises, créer de l'emploi, parce qu'il y a des gens qui veulent des emplois. Donc, nous-mêmes, on peut être moteur d'emploi. On ne va pas rester à attendre, par exemple, qu'il y a des gens qui se plaignent tout le temps que l'État ne fait rien pour nous. C'est vrai. Bon. Ils sont un peu... j'évite de parler des problèmes politiques. C'est compliqué. Mais nous-mêmes, à notre petit niveau, on peut tout faire pour s'élever. Voilà. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Ah. Si je pouvais choisir un deuxième prénom, je dirais bonheur. La joie qui inonde ma vie est inextricable. Je peux pas l'expliquer, je ne peux que la partager. C'est pourquoi je fais toujours l'effort d'être rien que de la bienveillance autour de moi. Je n'ai pas prétention d'être une bonne personne, déjà que moi je dis toujours méfiez-vous de moi. Je vais sourire avec vous, mais je peux vous mettre là profond si vous mettez aussi profond. Donc, et je peux dire oui, je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est vrai que j'ai pas encore atteint l'apogée de la joie que j'aimerais ressentir dans ma vie. Mais pour tout ce que je partage au quotidien, ma famille, mes amis, mes parents, tous ceux qui à un moment donné
me portent à cœur. Moi, je les porte à cœur et ça suffit à mon bonheur. Donc oui, je suis heureuse. Nous allons sortir de cette émission. Comme je vous l'ai dit, l'objectif est d'aider des personnes à se reconnaître, à ne pas se sentir seules et surtout à trouver des solutions à tous leurs problèmes. Alors, je vais vous demander de faire l'exercice que vous faites depuis, de regarder la caméra et d'imaginer cette fille, cet homme qui en ce moment lutte contre la maladie, qui a besoin qu'on lui dise des paroles réconfortantes pour qu'il ne sente pas qu'il est en train de perdre la boule et de lui dire quelques mots. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, peu importe de là où tu es, est-ce que tu es sur un lit d'hôpital? Est-ce que tu es alité à la maison? Est-ce que tu combats en secret parce qu'il y a même des souffrances secrètes? Je vais te dire de ne pas abandonner. Ne te laisse pas aller parce que tu n'en as même pas le droit. Les gens qui se laissent aller là, ce sont ceux qui ont déjà le dieu. J'ai parlé d'argent ici là. Ceux qui se laissent aller, ce sont ceux qui savent déjà ce qu'ils comptent demain. Toi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Même dans la souffrance, je veux te demander de te lever de ton lit et d'affronter ton avenir. Parce que qui croira, verra, comme l'a dit une artiste. Alors, je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de courage. Et si jamais un jour tu as besoin de parler, dis-toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut t'écouter et qui est à mesure de comprendre tes souffrances. Ne te laisse pas aller, n'abandonne pas, ne lâche rien et rendez-vous dans 50 ans. Mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué, tout au long de cet épisode, je suis particulièrement bouleversée. Comme quoi nous avons la chance d'avoir la santé et de ne pas reconnaître déjà que c'est une bénédiction. On se dit à très vite pour un prochain épisode de Right to Myself. Jusque-là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, si vous avez une histoire à partager, vous avez un problème à dénoncer, Right to Myself est fait pour vous. Contactez tout simplement le numéro qui s'affiche sur l'écran. À très bientôt pour un prochain épisode. C'était La Fortune Langue, la voix du bonheur.